dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème qui va nous sortir un petit peu des enjeux immédiats de marché pour se focaliser sur des enjeux beaucoup plus importants peut-être même encore et de long terme, à savoir la question climatique et comment gérer son allocation en étant aligné sur les accords de Paris. C'est avec Carmine Defranco que nous allons discuter de ce sujet, responsable de la recherche d'Ociam, à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, peut-être même un enjeu encore plus fondamental que de savoir si la Fed va monter ses taux de 50 ou ses 25 points de base en mars prochain. Il faut rappeler pour l'investisseur ce que signifie être aligné sur les accords de Paris. Et puis on en viendra également ensuite aux outils qui sont à la disposition des investisseurs aujourd'hui pour s'assurer que les allocations qu'ils gèrent soient au moins en partie alignées sur ces accords. C'est relativement simple en réalité, ça va être compliqué à arriver, mais l'objectif est très clair, donc les accords de Paris l'ont bien déligné, donc il faut d'une manière ou d'une autre qu'en 2050 on soit net zéro. Donc net zéro au niveau de la planète, donc l'économie, le secteur privé, les gouvernements. Et donc il faut commencer dès maintenant à couper, faire baisser nos empreintes carbone. Et ensuite, année après année, donc arriver petit à petit, donc accompagner le changement pour qu'en 2050, on puisse être à net zéro. Et donc, nous, dans le monde de la finance, on doit donner notre contribution et donc, quelque part, commencer à construire des portefeuilles qui, dès aujourd'hui, sont alignés avec ce scénario. Donc, qui commencent à faire baisser l'empreinte carbone aujourd'hui et qui ensuite puissent, année après année, arriver à zéro. Or, l'Union européenne a déjà prévu des instruments qui, les indices alignés aux accords de Paris, qui justement permettent aux investisseurs, en utilisant ces indices, d'arriver à l'objectif prévu. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir ces instruments disponibles. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le régulateur a voulu quelque part utiliser l'essor de la gestion passive, de la gestion indicielle, pour essayer de véhiculer de l'épargne qui est historiquement indexée à l'S&P 500 plutôt que le CAC 40 ou l'Eurostoxx. Donc comment permettre aux investisseurs qui ont besoin de ces briques d'allocation élémentaire de aller faire la transition vers un portefeuille qui soit aligné avec les accords. Même un investisseur passif, et d'ailleurs vous dites ces outils s'adressent avant tout à ces investisseurs passifs pour leur permettre, sans réfléchir de trop, d'être justement alignés avec des outils indiciels qui vont leur permettre d'être alignés passivement sur ces trajectoires net zéro 2050. Mais bien sûr, c'est fondamental. Évidemment, donc il y aura la place pour des approches qui vont chercher des entreprises avec des solutions. Alors, on a connu, on pourra discuter de Tesla, etc. Mais c'est clair que le gros des assets, aujourd'hui, il est indexé c'est la réalité. Sur des benchmarks traditionnels. Et eux aussi doivent bouger pour que dans la totalité, on arrive à l'objectif commun qu'on s'est donné, que les accords de Paris ont bien déliminé. Et donc, c'est vraiment une réponse à ce besoin, d'autant plus que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, et c'est d'ailleurs plutôt sain, réfléchissent beaucoup en allocation géographique. Donc, ils essaient, vous en discutez tout à l'heure, faut-il être sur les actions américaines ou plutôt sur les actions européennes, ou alors peut-être chercher sur les émergents. Donc, c'est une partie de leur portefeuille qui est importante. Et donc, du coup, cette partie-là aussi doit être indexée et participer à l'objectif commun. Et donc, ces indices-là leur permettront d'être neutre d'un point de vue financier, donc avoir à peu près la même performance que les indices traditionnels, mais contribuer et donc être aligné sur un portefeuille net zéro en 2050. Concrètement, là, comment sont fabriqués ces outils, ces indices? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Quelle est la manière dont ils sont fabriqués? Si on soulève le capot, comme on dit, Carmine. Pour une fois, la réglementation européenne a été relativement claire en donnant des règles très précises sur ce que c'est du coup un indice PAB, un benchmark aligné aux accords de Paris. Il y a plusieurs règles donc assez techniques, mais les deux grands objectifs, c'est la réduction de l'empreinte carbone aujourd'hui, spot, de moitié. Donc il faut déjà aujourd'hui être à moins 50% par rapport à la réalité du marché. Et puis d'une année à l'autre, baisser de 7%. Donc si on fait le calcul en mathématiques, donc en 2050, on sera à zéro. Et ce qui a peut-être un pas en avant par rapport à des choses qui existaient plus ou moins sur le marché, c'est ce qu'on appelle le principe DNSH. Donc un mot anglais, Do Not Significantly Harm, qui veut dire concrètement, on ne peut pas atteindre l'objectif de Paris au détriment d'autres objectifs environnementaux ou par exemple sur la préservation de l'eau, etc. Alors, je vous fais un exemple.
C'était un débat qui est encore aujourd'hui d'actualité. On sait qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements. Donc, quand on parle d'investissement physique, réel, il y a besoin de matières premières. Donc, du coup, entre autres, on va avoir besoin de la contribution du secteur minier. Or, le secteur minier, typiquement, n'est pas disons, la contribution numéro 1 des fonds durables au ISR. Parce que, voilà, justement, on se pose des questions. Donc, aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir, disons, on a besoin de ces matières premières pour la transition climatique. Mais il ne faut pas que, avec l'excuse de dire j'ai produit des matières premières nécessaires au départ l'éolienne, et du coup on détruit l'écosystème local, ou alors on fait de la pollution de l'eau. Donc ce principe-là de précaution, atteindre l'objectif de Paris, tout en n'empêchant pas les autres objectifs climatiques et environnementaux de l'Union européenne. Donc ça, c'est un principe nouveau qui va au-delà de la simple baisse de l'empreinte carbone. Qu'on peut percevoir comme une forme d'injonction contradictoire, d'une certaine manière, Carmine. Alors, quand on a réfléchi à la question, comment on arrive à réconcilier ? Parce que l'exemple des métaux est fondamental pour la suite, je pense. C'est aussi une réponse du régulateur et de l'Union européenne, puisque malheureusement, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que les approches bas carbone se sont concentrées souvent sur des entreprises qui, sous le climat, n'avaient pas beaucoup à dire. Services ou autres. Exactement. Qui ne sont pas les plus grosses émettrices. Et donc, on veut quelque part aller vers plus de secteurs qui sont impliqués et donc qui peuvent amener des solutions, mais on ne peut pas faire ça au détriment d'autres objectifs. Et donc, du coup, il faudra faire très attention. Il y aura de la place pour le secteur de l'énergie, il y aura de la place pour les secteurs des utilities. Donc, on a entendu beaucoup parler avec le gaz, le nucléaire, etc. Il y aura des règles strictes et il faudra s'y tenir. Et donc, tout ça va prendre du temps, puisque, je rappelle, c'est une réglementation européenne, donc qui va impacter essentiellement les entreprises européennes. Alors, Bruxelles espère le fameux effet de Bruxelles, en disant une réglementation qui s'applique en Europe, probablement va s'étendre par la taille du marché européen un peu à toutes les entreprises. Alors, on verra dans les années à venir. Mais en tout cas, il va y avoir une force de frappe importante, puisque toutes les entreprises européennes devront communiquer explicitement sur qu'est-ce qui est aligné ou pas et sur toutes les données nécessaires à créer ces indices. Et donc, l'idée, encore une fois, si je prends par exemple le secteur minier, indispensable à travers la production de métaux pour la transition énergétique, sous certaines conditions qui seront inscrites alors, dans une taxonomie ou dans une régulation européenne, amené à évoluer, c'est pas quelque chose de figé aujourd'hui. Ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Ces entreprises-là pourront à un moment rentrer dans des indices alignés sur les accords de Paris. Exactement. Donc, par exemple, on va mesurer leur empreinte carbone et on va dire c'est intéressant puisque, par exemple, ils ont investi dans des nouveaux process industriels ou alors ils ont des capacités de pouvoir gérer mieux leur stock, etc. Mais par contre, on va aussi mesurer quel est l'impact négatif sur l'environnement local, là où ils sont leurs mines, par exemple, quel est l'impact sur la pollution de l'eau, etc. Et dans des critères stricts et bien transparents, l'entreprise pourra faire en sorte d'être qualifié quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, attirer des capitaux, et là on parle de plusieurs milliards de dollars qui sont investis sur ces indices, donc attirer des capitaux qui sinon n'auraient jamais été déployés sur ce type d'entreprise, puisque comme je le disais tout à l'heure, normalement ces entreprises-là ne font pas forcément partie des stratégies, disons, ISR classiques. Et donc, du point de vue de ces entreprises, c'est une forte incitation à justement travailler sur les conditions qui leur permettront d'être financés par ces capitaux responsables, si je dis les choses simplement. L'Union européenne a été très claire. Soyez responsables, soyez transparents. Et les capitaux viendront à vous. Et les capitaux viendront, et ce sera souvent des capitaux de long terme. Il faut savoir qu'en Europe, surtout, tout ce qui est investi sur la gestion passive, disons market cap, ce sont des stratégies plutôt qui font partie du corps du portefeuille. Donc, on ne va pas bouger d'un trimestre à l'autre. Stratégique. Exactement. Donc, on a tous envie, les entreprises ont toutes envie de faire partie de ces indices, puisqu'ils pourront se financer à des taux relativement faibles. Et même d'un point de vue, disons, d'image, de brand, pouvoir dire que mon entreprise, même dans un secteur compliqué, fait partie d'un indice PAB, ça sera certainement un élément à mettre en avant auprès des actionnaires. Ce tampon PAB, là, comme vous dites, Carmine, du point de vue, j'allais dire, commercial, industriel, pour la gestion d'actifs, ça vaudra... c'est un super label, c'est plus que le label ISR, ou le label belge ou les autres. Enfin, ça aura la vocation à être quelque chose de cette nature-là.
Ce qui manquait aujourd'hui, c'était effectivement un label européen. Voilà, chaque pays a un peu ses règles. Évidemment, chaque pays défend un peu ce qui lui est plus proche d'un point de vue culturel. On a besoin d'un label européen. Je ne sais pas si ça sera le PAB. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus abouti. Mais ça réunit tout le monde. Et ça réunit tout le monde. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc ça va être la référence. Il n'est pas exclu qu'à terme, disons dans 10, 15, 20 ans, on ne parlera plus des indices traditionnels, le Dow Jones, le S&P 500, etc. Mais voilà, la référence par défaut, ça sera un benchmark PAB. Ce qui voudra dire que toutes les entreprises devront vraiment faire attention à ne pas être exclues. Et donc ça, c'est l'idée, quelque part, de déployer du capital de long terme sur les entreprises qui, justement, feront les efforts nécessaires. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais déjà très important d'avoir ces thermomètres importants que sont les outils indiciels. Carmine Defranco qui était avec nous en plateau pour évoquer cette question de l'investisseur aligné sur les accords de Paris, une nécessité évidemment pour la suite. Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.